C'est juste un mot quand même pour vous resituer dans quel cadre nous nous situons, justement. La Grande École de Solidarité, c'est d'abord c'est une intuition fondatrice de 4 partenaires que sont le HESP, Sciences Po Rennes, l'Université de Rennes, Rennes 2, et Ascoria, se rassemblant pour à la fois euh, réfléchir, penser les nouvelles solidarités, imaginer des parcours quasi multiculturels autour de cette question des solidarités, expérimenter, confronter, travailler les sujets, je dis les réfléchir, imaginer aussi ce que la recherche peut donner sur ces différentes questions, et bien sûr et se former sans doute un peu autrement, ce qui est sans doute l'objet de cette première brique que constitue notre expérience de ce soir, cette masterclass et plus globalement le parcours Construire les solidarités qui va vous être présenté. C'est aussi monter des événements autour de la question des solidarités qui n'a jamais été aussi d'actualité que depuis quelques mois, avec des questions qui concernent bien évidemment la santé, les inégalités, les nouvelles bascules dans la pauvreté, enfin un ensemble de questions considérables qu'il nous faut absolument travailler, et les travailler ensemble, les travailler avec différents acteurs de différentes écoles, d'écoles très reconnues sur le site de l'enseignement supérieur rennais. C'est sans doute un pari qu'il était important que l'on tienne. Voilà l'idée de la Grande École des Solidarités. La Grande École des Solidarités, ce n'est pas des murs, ce n'est pas des inscriptions ou des bureaux d'étudiants. C'est d'abord une dynamique de projet, une dynamique de partenaires. C'est donc aussi l'occasion, sans doute, dans les semaines et dans les mois qui viennent, de nous rencontrer à nouveau sur des événements, sur des colloques, des séminaires. Et évidemment, vous faites partie de ces premiers intéressés, parce qu'en vous inscrivant, vous avez montré à la fois l'intérêt, l'attachement et sans doute l'engagement autour de ces questions. Et donc, on se permettra de vous tenir informé de l'actualité de la Grande École des Solidarités. Voilà, j'en ai dit peut-être déjà trop. Je vous propose de vous centrer sur le programme Construire les solidarités. Sylvain, Hélène, Julien, je vous laisse la main pour présenter un petit peu ce parcours particulier. Merci Marc. Oui, effectivement, c'est particulier, mais je rejoins complètement Alexandre sur les propos de. Enfin, nous le lançons, ce parcours de formation, donc construire les solidarités, qu'on veut un parcours résolument novateur, alors, sur plusieurs dimensions. La première dimension, c'est de réussir à mettre en commun un certain nombre de publics différents, puisque à travers construire les solidarités, on veut réunir dans un même espace-temps des élus, des dirigeants de collectivités, des dirigeants d'établissements associatifs, fondations, etc., qui poursuivent un but commun, interagir et agir dans le cadre des solidarités. On va rester dans une dimension aussi large que ça pour le moment. Et l'enjeu pour nous, c'est de réussir à travers une offre de formation à interroger, déconstruire, reconstruire et penser la question des solidarités d'aujourd'hui et de demain à travers à la fois ces croisements de public, mais aussi sur des modalités pédagogiques particulières. Et la masterclass de ce soir va en être une illustration. Et cette offre de formation Construire les solidarités, ce qui est une offre de formation en 3 fois 2 jours, 3 modules de 2 jours, chacun ayant un intitulé particulier, capitalisé, coopérer et créer. Donc, à chaque fois, ça donne le ton et la couleur particulière qu'on a voulu enclencher sur chaque module. Chaque module piloté par un animateur fil rouge. Il y en a un digne représentant de cette équipe ce soir avec Alexandre qui vous dira sans doute plus 2 mots sur la question de capitaliser, qui est le premier module de cette formation. On a Roland Janvier pour celui sur la coopération et Romain Pasquier pour celui sur créer. Et à travers ces modules, dont le prochain a lieu tout début mai, l'enjeu pour nous est de venir par l'expérience, à travers à la fois l'expérience vécue des acteurs, mais l'expérience qu'on vous fera vivre pendant ces modules-là, venir réinterroger les formes, voilà, politiques, techniques, organisationnelles
qui vient construire, c'est de solidarité, un champ vaste, sans doute encore à définir, et ce qu'on souhaite faire à travers cette formation, et qui est une des ambitions de ces grandes écoles. Hélène, peut-être pour continuer, et puis juste vous donner quelques éléments d'organisation après avec Julien. Oui, bonsoir à tous. Je prends la parole au nom en tant que membre de l'équipe d'organisation, même si donc Sylvain et Julien, juste pour, alors très rapidement, pour vous indiquer, si cas échéant, que les documents de communication sont disponibles sur les sites internet, les pages web et les réseaux sociaux des 3 écoles partenaires de CLS, donc Sciences Po Rennes, le HESP et Ascoria. Donc vous trouverez l'ensemble des informations relatives à ce dispositif de formation sur les sites des 3 écoles partenaires. Et vous trouverez également sur ces sites les replays des conférences, des live conférences qu'on a pu donner, Julien, Sylvain, Gaël de l'EHESP et moi-même sur la présentation plus détaillée de l'offre de formation. C'est ce pourquoi on ne va pas s'étaler dessus ce soir, parce qu'en fait, vous avez déjà énormément d'informations sur les sites internet des écoles partenaires. Et du coup, je vais laisser Julien pour la fin de la présentation. Oui, bonsoir à tous. Rapidement, donc oui, je suis celui qui vous embête avec les mails d'organisation pour ces 2 jours-là. Et puis dans les faits, dans les mails que je vous envoie, vous retrouverez les liens vers la présentation de la formation Construire les solidarités. Donc juste un petit mot, c'est que donc la prochaine session enfin la formation en tant que telle va commencer donc en mai. N'hésitez pas si vous souhaitez voilà, qu'on vous fasse un devis pour la formation, si vous avez des questions en matière de financement. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, je reviendrai bientôt vers vous avec les conventions de formation. Et on a du temps pour s'inscrire, il nous reste des places, donc n'hésitez pas à venir vers moi, il n'est jamais trop tard. C'est 6 jours quand même assez intéressants, sur lequel il y aura beaucoup de partage. Et ce partage va commencer finalement aujourd'hui et demain avec Alexandre et Charlotte. Et c'est vrai que voilà, ça va permettre de mettre tout ça en perspective. Et pour rejoindre ce que disait Marc, ça va permettre aussi de rejoindre un peu cette aventure de la grande école des solidarités qu'on veut collective quelque part, qu'on veut. Ce n'est pas juste 4 écoles, c'est voilà, tous les acteurs réunis autour de cette grande école. C'est sa première année de cette grande école. Donc l'idée, c'est aussi de continuer à la faire vivre ensemble. Et cette formation, c'est aussi une manière de pouvoir y participer. Je vous mets dans le chat l'adresse mail pour toute question de financement, de plan de formation, etc. Et vous n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des besoins. Et je vous souhaite un très bon masterclass avec Alexandre et Charlotte. Merci à vous 4. Donc, je donne juste un petit mot sur le module, normalement, de 2 jours dans lequel va s'inscrire l'état d'esprit de cette formation qu'on a ensemble ce soir. En fait, c'est un espace d'apprentissage et de mutualisation des apprentissages ce soir. L'objectif s'appelait capitaliser sur l'existant. Quand on parle de construire les solidarités, actuellement, on entend beaucoup parler d'innovation sociale, d'innovation organisationnelle, d'innovation managériale, etc. Et l'objectif, on voulait commencer par dire qu'est-ce qui existe, comment on est capable déjà de caractériser les pratiques qu'on voit actuellement, comment on est capable d'aller chercher des retours d'expérience de personnes qui innovent, qui essayent d'expérimenter des manières d'affronter ces défis-là en trouvant des alternatives et de les nommer. Qu'est-ce qu'il y a fondamentalement de différent là-dedans? Donc, comment développer une forme de pensée critique par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui? On entend beaucoup de discours sur l'innovation managériale, on entend beaucoup de discours sur la coopération en santé, mais qu'est-ce qui fondamentalement change là-dedans? Et on va vous demander ce soir d'être particulièrement attentif à ça. Donc, on va vous donner, juste après que Charlotte se soit présentée, je donnerai 2-3 éléments à écouter en particulier, sur lesquels porter votre attention dans le retour que va vous faire Charlotte par rapport à ce qu'elle a pu faire dans ses différents engagements. Et de ce fait-là, ce qu'on veut, c'est que normalement, dans ces 2 jours-là, dans ces 2 jours au complet, vous puissiez expérimenter ces pratiques-là. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance partagée? Qu'est-ce que c'est que le co-design? Qu'est-ce que c'est que justement ces pratiques d'amélioration continue et participative? Comment vous intégrer directement avec des citoyens, avec des personnes concernées dans le système de la santé, dans ces expérimentations de co-construction et de coopération en santé? Que ça ne reste pas quelque chose qu'on fait juste à l'intérieur de ce groupe-là, mais qu'on soit en plus capable d'inclure des gens de la société civile, des personnes concernées directement pour voir comment on peut co-construire et coopérer avec ces différents publics. Donc, je laisse Charlotte se présenter. Je trouve toujours ça plus authentique et naturel.
Et ensuite, je présenterai juste quelques éléments de grille d'analyse. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors Charlotte Marchandise, quand on m'a proposé d'intervenir, d'une part j'étais ravie parce que j'ai eu l'occasion sur différentes casquettes d'intervenir dans les 4 écoles et de me former dans 2 d'entre elles, puisque je fais partie des gens qui n'ont pas fait de diplôme initial et qui me suis reformée tout au long de la vie. Et donc je trouvais ça très intéressant. Pourquoi on m'a demandé, ça c'était une autre question, parce que j'ai un complexe d'imposture comme beaucoup des gens qui sont formés tout au long de la vie, et je trouvais ça intéressant de commencer par ça. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines, j'ai été très engagée dans le secteur associatif et notamment autour du droit des femmes et de la périnatalité et de la façon dont on empouvoir, on empower, je ne sais pas comment vous avez décidé d'utiliser ce mot-là au sein de la grande école, si anglais c'est plus innovant ou pas. Et en parallèle, j'ai travaillé dans le numérique à différents endroits et notamment sur la question des usages du numérique avec la Fondation Internet Nouvelle Génération. Donc, toujours un peu un pied dans la question sociale, la justice sociale de l'engagement, mais aussi dans le pied de l'innovation. Tous ces engagements et ces casquettes ont fait qu'en 2014, à Rennes, on m'a demandé de rejoindre des listes municipales, vous savez, en tant que société civile. Et une chose en amenant une autre, je me suis retrouvée maire adjointe et c'est un mandat que j'ai exercé de 2014 à 2020 en tant qu'élue à la santé. À ce titre-là, j'ai été élue à la présidence de Réseau, les villes santé de l'OMS en France et en Europe. Et puis, j'ai mené une campagne présidentielle citoyenne innovante. Je suis assez facile à trouver si vous voulez plus de détails. Et aujourd'hui, je travaille, puisque je ne souhaitais pas me représenter portant un peu un projet de démocratie radicale. Et je travaille à l'Académie de la santé de l'OMS, qui se veut être la plateforme de l'innovation en formation en santé. Et donc, à partir de tout ça, je vais essayer de voir comment, pendant 1 heure, on peut tirer des exemples et des inspirations pour commencer ce module à partir de tous ces terrains d'expérience, d'ingénierie territoriale et puis avec quand même quelque chose qui… comment on se met à l'intersection de ces espaces-là. Moi, je trouve ça très ambitieux que la Grande École des Solidarités veuille former des élus. D'expérience, pour avoir essayé de le faire, je sais que les élus ne veulent pas être formés, parce qu'ils sont élus. Et qu'il y a d'autres modalités à trouver, justement, sans doute innovantes, sans doute autres, pour créer ces espaces où on apprend ensemble, où on coopère ensemble, sans se sentir dans des postures qui peuvent parfois être mal vécues des uns et des autres. Voilà, pour faire le plus court possible. Alors, merci Charlotte. Alors, juste pour vous dire, je vais vous demander, moi personnellement, enfin, je vous invite. Je vous invite à le faire parce que je pense que c'est ça qui vous permettra de retenir le plus de choses du partage d'expérience que va faire Charlotte ce soir. Moi, je vous propose 3 dimensions en particulier sur lesquelles porter attention. La première, c'est la dimension innovante ou pas des pratiques qu'elle va vous présenter en termes de transparence, d'imputabilité, de gouvernance partagée, l'échelle à laquelle se passent ces coopérations, le degré de coopération. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a coopération. Après, quand on va rentrer dans le détail, c'est dire qui coopère, à quel moment, de quelle manière, etc., pour aller qualifier un petit peu de quelle nature et de quelle envergure est cette coopération. Le deuxième élément que je vous propose, c'est de regarder, essayer d'identifier quelles sont les conditions de succès qui ont fait que certaines des coopérations qu'elle va présenter ont fonctionné ou pas, quelles ont les limites associées aussi. Et le troisième, c'est qu'est-ce qui est transférable dans votre contexte directement, c'est-à-dire dans votre contexte quotidien, professionnel ou même personnel en tant que citoyen engagé et qui participe peut-être à des projets de coopération en santé, qu'est-ce qui est transférable directement à partir de ce que vous avez entendu. Donc, ces 3 éléments-là, ça peut faire partie d'une grille d'analyse que vous gardez pour vous garder actif pédagogiquement et être à l'écoute plus en détail de ce que dira Charlotte et qu'on puisse ensuite en discuter dans la partie à la fin. Donc, on va commencer. Je vous remercie encore une fois d'être là. On a la chance, personnellement, je trouve que Charlotte, c'est une des citoyennes les plus inspirantes et les plus engagées, les plus expérimentées en ce moment dans les coopérations en santé. Donc, je suis content qu'elle soit avec nous ce soir, parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup de ça. Et je suis sûr qu'on peut trouver chacun et chacune d'entre nous des clés de succès pour ce qu'on fait au quotidien en termes de coopération en santé. Donc, Charlotte, je t'en prie. Sans pression. Alors, c'est bon, ça a l'air de marcher, puisque maintenant, on est tous très innovants depuis 1 an.
La question de l'innovation, déjà, de quoi parlons-nous? Alors, je ne serai pas trop longue là-dessus, mais c'est quand même pas mal de préciser le propos. Je m'inspirerai sur ce début d'un travail qui avait été fait par Denis Pensu de la Fondation Internet Nouvelle Génération, dont c'est vraiment l'expertise. De dire déjà qu'est-ce que l'innovation par rapport à l'invention. Dans les définitions qu'on va pouvoir proposer, c'est que l'innovation est une invention qui rencontre son marché, son public. Je trouve que c'est intéressant comme approche. Je vous mets la définition de l'OCDE, je ne la lis pas forcément, c'est intéressant de la voir, sauf s'il y a des personnes qui ne sont pas lectrices dans le public. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire sur des questions d'accessibilité. Je lirai toutes les slides, mais sinon, je vous fais plutôt confiance pour lire. Donc, faites-moi signe s'il y a un problème. Et puis, une question, est-ce que l'innovation signifie numérique? Parce que quand on parle d'innovant, très vite, on va dire « Ah, ça va clignoter ». Tout comme vous le connaissez peut-être, quand on parle de santé, on va vous parler de médecins, alors que j'ai envie de dire le numérique est à l'innovation, ce que les médecins sont à la santé, c'est une petite part, mais c'est quand même ça serait assez limité d'arrêter là-dessus. Pour autant, ça reste vraiment au cœur. Dans l'innovation, on va aller regarder les types d'innovation et on va aller regarder le niveau d'innovation qui, par la BPI France, va les noter de 0 à 4, hein, comme beaucoup d'autres, mais je me suis servi de ce référentiel-là, de quelque chose qui n'est pas innovant, quelque chose qui est incrémental, donc qui va améliorer l'existence sans changer de nature ni de degré. On fait un truc un peu mieux. Incrémental plus qui va améliorer significativement l'existant, on va passer des seuils, on va avoir des nouvelles perspectives, quelque chose de vraiment neuf, ça ne s'est jamais fait. Et puis la rupture, le disruptif, dont vous avez sans doute entendu parler plein de fois, c'est-à-dire on arrive de nulle part et on propose quelque chose de complètement nouveau. Ces types d'innovation, ces types d'innovation vont pouvoir aussi s'appliquer à des types d'espaces dans lesquels on va faire l'innovation, donc une innovation marketing, une innovation de produits, de services, une innovation technologique, puisqu'il faut bien qu'il y en ait quand même, de procédés d'organisation, de modèles d'affaires, et puis l'innovation sociale qui est quand même au cœur de ce que vous avez développé là. Je vous ai mis à chaque fois les références des acteurs de l'innovation qui proposent ces grilles et cette innovation sociale avec ces 4 axes pour donner une première grille de lecture et de référence et une réponse nouvelle à une problématique sociale pas ou mal satisfaite, qui génère d'autres effets positifs. Et c'est là où la question de l'évaluation, la question de l'impact va être vite à se poser. Comment on a d'autres effets positifs et comment, ce n'est pas écrit là, mais on va essayer d'éviter les effets négatifs non attendus, parce qu'on a souvent des choses qui se passent et qu'on n'a pas prévues. Et c'est là où les mécanismes d'innovation, toute l'agilité va pouvoir répondre plus facilement à alors favoriser l'éco-bénéfice, mais aussi éviter les effets délétères. Ça suppose une expérimentation et une prise de risque. Et il y a vraiment quelque chose qui est important et qui est intéressant quand on est dans le monde de l'innovation, c'est cette prise de risque. C'est se dire, OK, on se donne le droit à l'erreur qu'on ne se donne pas forcément dans d'autres systèmes de pensée, en tout cas. Et puis, dans l'innovation sociale, on considère que c'est une construction collective, une démarche participative. Et c'est essentiel. On ne peut pas parler d'innovation sociale sans cette démarche-là. En tout cas, pas selon les acteurs qui la définissent. Là encore, quelques définitions du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Il y a un grand mode d'emploi qui a été développé sur l'innovation sociale. Quand on parle des acteurs, on va effectivement voir les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs du secteur associatif et de l'ESS en général, les entrepreneurs sociaux, mais aussi les entreprises. Les entreprises peuvent être des innovateurs sociaux et c'est peut-être là aussi dans des coopérations dans lesquelles, en tout cas moi dans les milieux associatifs et de santé dans lesquels je suis intervenue, qui étaient toujours un peu « oula, oui, mais l'entreprise classique, est-ce qu'on peut les mettre dans l'innovation sociale ?» Les citoyens, évidemment, les citoyennes et les citoyens font partie des acteurs essentiels de l'innovation sociale, et puis les pouvoirs publics, dans ce qu'ils peuvent mettre en place en tant que pouvoir public, mais surtout, et c'est comme ça que c'est désigné, dans leur pouvoir de convocation. Et ce qui a été
pour moi, il me semble vraiment intéressant dans le fait d'être élu, c'est de pouvoir mettre autour de la table des citoyennes, des citoyens, des designers de services, des urbanistes, des architectes, des geeks, et de faire en sorte que cette innovation, elle émerge de cet endroit où on s'est réunis autour d'un problème, et on a mis en place d'ailleurs de l'ingénierie territoriale, mais partagée. Petite définition aussi de l'innovation ouverte, là il y a encore énormément de questions, mais de dire que si on décide de travailler ensemble à un problème, il faut qu'on en partage les bénéfices. Et ça, ce n'est pas toujours pensé, ce n'est pas toujours dit, ce n'est pas toujours envisagé. C'est très facile aujourd'hui de faire des hackathons, on reviendra sur tous ces mots, ce vocabulaire de l'innovation, de mettre tout le monde autour de la table. À un moment, il y a peut-être des questions à se poser sur à qui appartiennent les données de ce hackathon, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a été produit là, et s'il y a des entreprises, y compris sociales et solidaires, qui créent des produits à partir d'une coopération citoyenne organisée par une collectivité publique, il y a peut-être un partage des biens produits sur lesquels il faut s'interroger. Et ça n'est, en tout cas, moi je ne l'ai jamais vu posé officiellement sur aucun des événements sur lesquels j'ai pu participer. Alors, comme je n'avais pas la main sur le Zoom avant, je vous propose de tester l'annotation en espérant que ça marche. Donc, vous allez pouvoir, vous voyez mon écran, et est-ce que vous arrivez à aller sur l'annotation et aller chercher des petits dessins. Donc, si vous voyez en haut, si c'est en français, c'est écrit « Annoter ». D'accord, donc on voit des gens qui commencent. Alors, vous avez marquage. Est-ce que vous pouvez faire des petites croix comme ça? Super. Trop bien. Comme ça, on va pouvoir interagir un peu parce que c'est quand même moins drôle d'être en Zoom qu'en vrai. Et donc, on va essayer d'être un peu interactif. On va considérer comme innovant aussi. Ah, attendez, j'aurais dû... C'est moi qui ai raté un truc. Hop. Eh bien, je ne sais pas, sur mon autre Zoom, je pouvais enlever toutes les annotations. Et là, je ne peux plus. Et comme on dit, un Zoom où il n'y a pas un problème, ce n'est pas vraiment un Zoom. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous allez pouvoir effacer ce que vous avez fait si vous y arrivez. Et puis, est-ce que vous pouvez aller cocher une petite case verte, justement, savoir qui vous êtes dans cette salle. Donc, on est 33, c'est un peu moins difficile, mais est-ce que vous êtes élu, cadre de la fonction publique, dirigeant des solidarités ou autre, puisque c'était les options qu'on avait. Et dans quel univers êtes-vous? Dans le social, de la santé, un peu des deux, pour voir un peu qui est là. Et si ça ne marche pas, je suis sûre que dans le chat, il y a des gens qui peuvent vous aider ou même vous pouvez leur proposer de mettre de cocher à votre place. Je me porte volontaire pour ceux qui n'y arrivent pas. Vous pouvez écrire dans le chat et je cocherai pour vous. Bon, mais c'est bien mélangé du coup. Donc, je vois, si vous voyez, il y a au moins un élu ou une élue. Il y a des cadres de la fonction publique, des dirigeants et pas mal d'autres. Et un bon équilibre sur les différents mondes. Super. Je laisse à qui avait réussi à tout effacer à continuer. Merci. Coopérer en ligne, quels outils vous avez utilisés?
Il y a tout ça, je vous en mets quelques-uns. Je vous proposais de cocher aussi. Maintenant, on a Teams, on a Zoom. Il y a Klaxoon, je sais pas, je sais que Klaxoon a des partenariats avec certaines de vos écoles, mais est-ce que ça va être un outil là? Est-ce que vous avez déjà testé Work Adventure? Work Adventure, c'est vous avez carrément des petits jeux vidéo où vous pouvez rencontrer et partager avec des gens. Nous, on est un groupe là, on se dit que ça va être un vrai truc d'innovation sociale. Il y a Google Suite, ouais, on utilise beaucoup Google Suite. Alors ça, je vous avoue que c'est quand même le mieux fait, mais en termes de à qui appartient les données, c'est quand même hyper inquiétant de se dire qu'on donne tout, en tout cas, personnellement, ça m'inquiète, qu'on donne toutes nos infos à Google. Super, eh bien, pas mal d'outils, on aurait presque pu faire un Miro, j'y reviendrai après. Et maintenant, la question suivante, parce que ce n'est pas tout de coopérer, je laisse qui... merci. C'est pas tout de coopérer, est-ce que vous avez été formé? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment, depuis un an, les choses se sont déroulées pour vous? Est-ce que vous avez été formé par votre structure? Est-ce que c'est vous qui avez été formé? Et est-ce que vous êtes débrouillé tout seul? Et est-ce que vous en sortez avec tout ça? Et je ne sais pas dans quelle mesure vous avez été concerné par ce qui s'est passé au niveau des écoles et du temps de confinement où les enfants n'étaient plus en cours, où on s'est retrouvé avec des enseignants qui parfois étaient mal à l'aise sur le fait d'envoyer un mail, d'envoyer quelque chose, qui devaient faire des cours en ligne avec des enfants où il n'y avait pas de structure, où il n'y avait pas d'ordinateur, où il n'y avait rien du tout. Et voilà. Et en fait, même vous, voilà, dans votre domaine, on voit qu'il y a personne, en tout cas, qui a été formé par sa structure. Innover, c'est chouette, mais innover tout seul, c'est quand même vachement moins confortable. L'autre question, mais je vais dérouler parce que sinon on en passe, on passerait beaucoup de temps, c'est dans quelle mesure les réseaux ont pu vous aider à trouver des formations, dans quelle mesure les structures permettent de faire des choses ensemble, ce qui n'a quand même pas été évident. Et puis coopérer, alors que ça soit en présentiel ou en Zoom, là je donnais un peu des exemples puisqu'on est en Zoom, mais il y a quand même des enjeux qui sont très similaires, qu'on soit ensemble ou qu'on soit à distance, c'est la question du vocabulaire. Pour tout vous dire, quand je suis arrivée en tant qu'élue à la ville de Rennes, je ne comprenais pas ce que me disait la directrice de santé publique, une femme brillantissime, très calée, et je ne comprenais pas de quoi elle me parlait quand elle disait « Oui, mais alors, vous savez, en GTSCS, on a décidé qu'il fallait que vous voyiez la DDCSPP, et maintenant, je peux le prononcer, mais je pense que j'ai mis un an avant de réussir à dire cet acronyme-là. » C'est extrêmement angoissant. Ça peut être même complètement, ça peut bloquer des gens, et j'ai rencontré dans le cadre de formation auprès du Centre national à la fonction publique territoriale et également des élus qui se disaient je ne me suis pas trop impliquée parce que je ne comprenais rien. On a un vrai problème de comment on comprend le vocabulaire des uns et des autres, et c'est une des bases de cette coopération. C'est vrai dans l'autre sens, c'est vrai dans le monde de l'innovation, et je reviendrai sur des exemples. Quand on commence à vous dire « Ah bah tiens, on va faire un truc disruptif au LabFab et tu vas voir, tu vas monter un truc sur le Arduino », c'est pas hyper à l'aise. Et cette question du vocabulaire, je crois que c'est la première des clés pour innover ensemble, pour coopérer, et de ne pas hésiter à se remettre à chaque fois en considérant qu'on peut poser toutes les questions, qu'il n'y a pas de questions idiotes, et que chacun peut ne pas comprendre quelque chose et que c'est OK. Là, je pense que c'est aussi le rôle de l'élu, et je pense que, outre la démocratie radicale, ne pas me représenter, c'est que j'étais devenue bien trop professionnelle en termes de santé, et que ce que j'ai pu apporter en tant qu'élu pendant 6 ans, c'était aussi ce regard citoyen de dire en fait, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Donc, comment on fait pour rechanger, comment on fait pour avoir des endroits un peu accessibles? Et ça a changé la relation, ça a changé la façon dont les institutions parlaient entre elles, parce qu'une fois que moi, je m'autorisais à dire en fait, je ne comprends pas ce que vous dites, ça a autorisé plein d'autres personnes
Ce n'est pas parce que vous êtes de l'ARS ou parce que vous êtes d'une association que vous comprenez tout. Et là, je crois que l'innovation, c'est aussi que la personne, quelque part, qui a le plus de pouvoir dans la pièce, soit celle qui soit le plus à même de redire « je ne comprends pas tout et j'ai besoin qu'on m'explique un peu ce qu'on dit là parce que votre histoire de blockchain, je n'en ai aucune idée ». Sur l'innovation et la santé, je me réfère à ce référentiel-là, hein, qui est celui sorti de Ma Santé 2022 et présenté par l'ARS Bretagne, là, en l'occurrence. Là, on est bien sur l'innovation organisationnelle et comportementale et sur cette question de la coopération. Pour autant, je ferai des petits sauts un peu sur les autres questions puisqu'elles sont un peu en lien et elles sont surtout en lien dans les questions d'imaginaire. Parce que quand on parle d'innovation, il y a aussi toute une question d'imaginaire. Et là, j'aurais une nouvelle question pour vous puisque dans l'innovation organisationnelle, on vous parle du DMP. Et alors, est-ce que vous avez un DMP? C'est une question que je pose beaucoup en réunion. Alors, il faut que vous annotiez à nouveau. Parce que j'ai toujours peur que mon expérience personnelle fausse ma vision du truc. Donc, j'ai une opinion très personnelle liée à mon expérience personnelle du DMP, aux quelques personnes avec qui j'échange. Mais je crois que l'innovation, c'est aussi de se dire, d'abord, je prends un pas de recul, je suis en position de responsabilité et je vais essayer de mettre à distance mon expérience pour aller utiliser celle des autres. Alors, même si réunion après réunion, l'expérience, on trouve qu'on a des choses qui se ressemblent un peu, mais j'espère toujours être surprise, j'espère toujours être bousculée et me retrouver avec une salle qui me dirait « Mon DMP, il est installé, fonctionnel, à jour et au top ». Je crois que ça ne marche pas encore complètement, d'où la limite de l'innovation en santé. Alors pour le quoi, c'est le dossier médical du patient. C'est, vous savez, votre carnet de santé en ligne est ouvert. Ah, il y avait quelqu'un qui l'avait installé et c'est fini. Zut. Si, merci Sabine. Et qui a beaucoup de mal à marcher, qui est quelque chose qui devrait changer complètement la relation entre le patient qui serait maître de ses données de santé, entre les médecins qui pourraient accéder à d'autres données et sur le fait de pouvoir partager et d'avoir un parcours. Et plus les parcours se complexifient, plus ça pourrait faciliter la coopération. La réalité est qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne trouve pas de réseau dans lequel ça fonctionne bien. Et comment on s'en saisit? Comment ça se fait que là, sur des acteurs du santé et du social qui en sont, j'ai posé cette question à des directeurs d'hôpitaux de l'OHSP, j'ai posé cette question dans plein de contrats locaux de santé, et on devrait être les premiers et on n'est pas des leaders par l'exemple. Et je crois que l'innovation, c'est aussi ça, c'est cette posture d'une part de se remettre en cause, mais aussi de commencer par faire ce qu'on dit aux autres de faire. On n'y arrive pas encore complètement, mais je n'ai pas la main sur la CPM aujourd'hui. Et puis, innovation et santé, je voulais revenir un peu sur l'imaginaire, les récits. En innovation, on va souvent penser à ces images un peu à gauche, là, ces trucs un peu 3D, un peu science-fiction. L'innovation, c'est souvent plutôt ce qu'on va avoir à droite, c'est-à-dire du co-design, des choses où on travaille autrement, où on va se donner des outils, on va se créer des outils qui vont permettre de collaborer, y compris de façon interculturelle, y compris avec des gens qui ne parlent pas, qui ne lisent pas. Et je crois que l'innovation, elle est vraiment là. Ou aussi, là je vous donne des exemples, c'est des lieux de simulation pour les urgences. On est en train de créer énormément de nouvelles façons d'envisager des centres de lutte anti-Covid, mais qui sont issus de tout ce qui s'est passé sur Ebola notamment. Là aussi, on a des innovations extrêmement intéressantes. Et puis, je vous donnais ce livre parce que je le trouve vraiment passionnant, Demain la santé, un recueil de nouvelles qui a sollicité des auteurs et autrices de science-fiction pour réfléchir à ce que va ressembler à quoi va ressembler demain la santé, coordonné par Stuart Calvo. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous bouscule un peu, parce que justement, ce n'est pas nous, parce que justement, c'est des auteurs et autrices qui sont ailleurs et qui vont proposer d'autres lectures futuristes de ce qu'est demain la santé,
Ou là, en l'occurrence, dans ces récits-là qui sont parfois, qui vont chercher à l'effondrement, demain, la santé, c'est en fait de retrouver chacun et chacune des capacités puisque tout s'est effondré et donc il faut juste devenir dans une santé do it yourself qui n'est pas toujours ce qu'on imagine dans la santé de demain, ce qui est souvent pour les acteurs du social, ce que vous voyez pourtant dans la réalité. Sur un exemple sur la formation, de là où je travaille aujourd'hui, on a quelque chose d'extrêmement fort qui s'est passé, c'est Open WHO, l'OMS ouvert, qui a aujourd'hui 5 millions de personnes enregistrées, qui a mis en place une formation dans 5, 6 et ensuite 50 langages pour former sur la question du Covid, les professionnels de santé. Donc ça a été quelque chose qui a été complètement disruptif, massif, tout d'un coup de dire il faut qu'on donne accès à toutes ces formations en santé. Ça a été la première innovation là-dessus. Mais on est allé plus loin avec justement la création de l'Académie de la santé. Alors, je ne range pas dedans, je ne rentre pas dans les détails, mais qui dit qu'il faut qu'on aille plus loin parce que là, on fait du transfert de connaissances. On donne des guides de l'OMS à tout le monde. Donc, c'est vachement bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, derrière, il y a eu tout un travail en réalité augmentée, de dire, au fond, comment on ne peut plus être ensemble, comment on permet aux gens d'aller voir des gestes pratiques sur la formation, des gestes pratiques grâce à la réalité augmentée, grâce à la technologie. Donc, tout n'est pas autour de la technologie, mais ça fait partie de ce qui est développé, de se dire l'innovation, elle va peut-être être là aussi. Et puis derrière, c'est aller plus loin que le transfert de connaissances et aller vraiment sur comment on a des compétences, comment on a des compétences en matière de tâches, comment on peut évaluer que ma formation, elle va permettre de changer des choses et d'avoir un impact. Donc, on va créer des nouvelles grilles, on va essayer d'aller chercher des choses qui vont faire que cette formation, elle est réellement innovante. Et là, vous voyez, on monte à chaque fois d'innovation en s'appuyant sur l'un et sur l'autre, mais en se disant qu'il faut qu'on aille plus loin. Alors, ce n'est pas simple, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis derrière, pour adapter les parcours, pour comprendre les apprenants, parce qu'on ne parle pas d'un groupe de formation de 100, de 1000, de 2000 personnes. On est bien sur 5 millions, sur 10 millions de publics. Comment on utilise l'intelligence artificielle pour adapter les parcours et les centrer non pas sur l'objectif de formation sur un thème, mais bien sur les besoins des apprenants. Et je crois que l'innovation, elle est là aussi. Elle est sur le fait qu'on change complètement la façon dont on va pouvoir travailler ces questions-là. Pour faire tout ça, j'ai appelé là, je vous ai appuyé sur plein de notions, j'espère qu'elles ne sont pas, que je ne vous perds pas, l'intelligence artificielle, le deep learning, etc. Mais au fond, pour décider, je mets en place une formation, pour décider que je veux aller plus loin, pour décider à l'Académie de la santé que je veux faire tel type d'évaluation, utiliser tel référentiel, il faut que je comprenne. Et le gros problème de la prise de décision, c'est qu'elle est multifactorielle, qu'elle est complexe et on n'en parle pas toujours. Et qu'en tant qu'élu, mais en tant que décideur, en tant que cadre, pour prendre une décision, je vais m'appuyer, dans le meilleur des cas, un petit peu, sur des données issues de la recherche. Pas toujours. Là, je pense qu'on a pu voir des choses en ce moment qui montrent que ce n'est pas toujours les données issues de la recherche qui vont mobiliser la décision. Mais je vais m'appuyer sur des valeurs, sur des intérêts économiques, sur de la compétition locale. Et honnêtement, parfois, le fait que Nantes lance quelque chose, ça va motiver Rennes à lancer quelque chose. C'est comme ça, c'est pas mal, bien, c'est une réalité. Je vais m'appuyer sur les médias. Si Ouest France dit quelque chose, ça va jouer sur la prise de décision. Vraiment. Et sur la qualité de l'air, qui est quand même une expérience assez intense sur ces 6 ans passés, quand Ouest France disait les capteurs de la rocade ne marchent pas, et ben ça jouait sur la façon dont on prenait des décisions, sur la façon dont le sujet était emparé par le public. L'opinion publique, évidemment, les mouvements sociaux, évidemment, et l'expérience personnelle. Je vous en parlais tout à l'heure, j'en reparle là. Comment on reconnaît que l'expérience personnelle est un facteur important et comment justement on peut coopérer autrement en la mettant à distance. Comment en règle de discussion dans un groupe, comment on peut reconnaître, non mais là Alexandre, tu me parles de ton expérience personnelle, c'est bien si on se remet au niveau global. C'est vrai dans la formation des patients experts, des patientes experts, des usagers, usagères, ils apprennent à faire ça, mais pas nous en fait. Et là-dessus,
me fait frapper. Ça me frappe pour moi, mais ça m'avait frappé d'abord pour quelqu'un d'autre, puisque c'est toujours comme ça hein, qu'on se rend compte des choses. Un élu qui me dit « Ah oui, non, mais tu vois, ma belle-sœur, elle est morte d'un cancer du sein. Depuis, je mets tout sur Octobre Rose. » Et tu te dis « Ah ouais, quand même, ça craint. » Mais au fond, est-ce qu'on ne fait pas tous un peu ça? Donc, reconnaître qu'il y a tout ça, dire aux chercheurs et aux chercheuses qu'il y a tout ça, que non, ce n'est pas parce que vous produisez une recherche aussi formidable soit-elle que c'est ce qui va influer la décision. Ça, c'est essentiel pour coopérer. Et il faut vraiment se sortir du jugement de ça. Et puis, quand vous avez les chercheurs, aussi formidables soient-ils, de toutes les écoles, alors moi j'étais à Rennes, vous imaginez le nombre de thèses qui sont produites chaque année, le nombre de recherches qui sont publiées chaque année, le nombre d'étudiants en Master 2 qu'on a chaque année dans nos services qui produisent des choses. Comment je fais pour savoir ce qui est produit? Comment moi je peux prendre des décisions par rapport à ça? C'est là où tout ce qui est réseau, tout ce qui est le courtage en connaissances, knowledge brokering, où il y a plus, aujourd'hui je trouve plus d'informations en anglais qu'en français là-dessus, qui vont permettre d'aller expliquer de façon synthétique et de façon adaptée toute cette science aux décideurs et aux personnes concernées. Donc, il y a plein de façons d'être innovant là-dessus. On avait commencé à lancer, notamment avec le HESP, le fait de faire des pitchs de thèse et de sujets de recherche en 180 secondes pour justement tous les acteurs du contrat local de santé soient au courant un peu de ce qui se passe. Alors, ce qui n'est pas simple parce que nous, on a envie qu'ils nous disent ah ben ça, voilà, la peinture, c'est pas bon, ça crée le cancer des testicules des enfants. Et ils disent oui, mais alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La pollution de l'air, ça fait des crises de sclérose en plaques. On aurait des preuves que néanmoins, il y a quand même des réseaux, et notamment le réseau Ville Santé donc, que je présidais pendant 6 ans, qui vont vraiment faire ce travail d'essayer de dire, voilà la science, voilà comment on travaille avec des chercheurs et des chercheuses, et voilà comment on pourrait orienter les nouvelles décisions. Ce qui est aussi hyper important, et on l'a vu cette année, c'est de dire la science évolue. Et la science change, la science est complexe, et c'est OK de le dire. Et reconnaître que ce qui a été dit il y a 10 ans, il y a 5 ans, voire il y a 5 mois, a pu évoluer. Personnellement, je trouve que c'est déjà quelque chose de très innovant. Et puis, évidemment, l'étape d'après, c'est la recherche interventionnelle, c'est d'avoir des chercheurs sur place et donc de travailler ensemble, ce qui leur permet de savoir un peu ce sur quoi on se base et ce qui nous permet d'être un peu plus efficaces dans nos décisions, en tout cas pas efficaces, evidence-based, basées sur la décision. Parce que c'est compliqué. Et alors, si on parle, ça c'est le diagramme d'influence de l'obésité. Alors là, il n'est pas interactif. Hein, si vous allez sur le Shift Project, vous le trouverez assez facilement. Vous pourrez zoomer, dézoomer. Là, c'est quand on dit on a des problèmes d'obésité dans le pays. Ah ben, il faut que les gens se reprennent en main. Non, c'est extrêmement compliqué. C'est des sujets extrêmement complexes et on n'a pas de décision simple. Et c'est ça aussi tout le drame aujourd'hui, c'est qu'on essaie de poser des décisions simples à des sujets qui sont extrêmement complexes. Alors, je pense que l'innovation, c'est déjà d'être capable d'avoir des outils de visualisation de la complexité qui permettent pour tout le monde de prendre un peu de recul. Et puis ensuite, de les adapter au territoire de décision. Tu en parlais, Alexandre, au début. Moi, les données de l'obésité au niveau national, ça ne me sert pas à grand-chose pour prendre des décisions quand j'étais élue à Rennes. Ce qui a été bien, c'est quand on a pu avoir les données et créer un observatoire de la santé des Rennais au niveau infracommunal. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Rennes, voilà, là, c'est le centre-ville, c'est les quartiers qui vont bien. Alors déjà, à Rennes, on a quand même un poids normal à 94% des enfants de 3 à 4 ans, c'est quand même des taux super bien par rapport au reste de la France. Au centre-ville de Rennes, dans les quartiers les plus aisés, on est à 0,5-0,8% d'obésité infantile et dans un quartier, on est à 9,8% d'obésité infantile. À partir de là, moi, j'ai pu agir complètement différemment. C'est-à-dire, j'ai pu mobiliser les acteurs en leur disant, en fait, non, la semaine des fruits et légumes, on ne va pas la faire dans ces écoles-là, on va la faire dans ces écoles-là, on va la faire dans les endroits où on est vraiment concerné. On va mettre en place de l'ingénierie territoriale au niveau infracommunal parce que j'ai des endroits où j'ai un vrai problème. Et cette question-là, cette question d'avoir accès à des données infralocales, cette question de pouvoir
travailler les choses et éventuellement innovant depuis longtemps, qui va vous donner au niveau des données de santé de votre population au niveau IRIS avec des inégalités sociales. À part là, sinon, il va falloir que vous mobilisiez plusieurs indicateurs, les indicateurs de données sociales, l'ORS, etc. Parfois, vous allez devoir repayer pour avoir des données et ça va être très compliqué et pas toujours corrélé et pas toujours construit de la même façon. Vous n'allez pas pouvoir comparer les données d'un territoire à l'autre. Pour moi, le meilleur exemple, et il y a des articles très intéressants scientifiques sur la façon dont la Finlande a construit son observatoire national de santé. Et ce qui est innovant là-dedans, ce n'est pas que le fait d'avoir accès à tous ces indicateurs en lien avec les indicateurs européens, avec différents déterminants santé. Ce qui a été innovant, c'est qu'ils sont allés voir les territoires. Ils sont allés voir de quoi avez-vous besoin pour décider qu'est-ce que vous utilisez sur vos territoires, qu'est-ce que vous avez comme outil, de se rendre compte que parfois dans les villes, on a 5-6 logiciels métiers dans un même service qui ne se parlent pas les uns entre les autres et de dire on va vous faciliter la vie. Parce que pour coopérer, il ne faut pas seulement que vous nous donniez vos données, il faut que vous produisiez ces données ensemble et qu'elles nous servent à toutes et tous. Et ça, le jour où on fait cette bascule-là, en France, le jour où on n'a pas chacun notre logiciel, le jour où on peut partager nos données, on va pouvoir changer énormément de choses. Pour information, je n'ai jamais rencontré un élu, là, on avait 95 villes membres qui avaient accès aux données de santé de l'éducation nationale. Donc, les seules villes qui avaient vraiment accès à ces données-là, c'est les villes qui avaient, comme nous, on avait à Rennes une délégation de PMI, qui avait une délégation de l'éducation nationale et donc qui pouvaient voir la santé des enfants de leur ville. C'est un vrai problème et l'innovation, elle va être sur le fait de pouvoir avoir accès aux données, de pouvoir ensuite les visualiser, partager ces données. Ça, c'est la girafe à Clermont-Ferrand qui donne à voir la question de la qualité de l'air directement dans la rue. C'est une façon avec l'indice Atmo qui compile des données complexes dans un seul indice et c'est une façon de voir pour toutes et tous quelle est la qualité de l'air en temps réel. Et puis, d'utiliser les données pour créer des services. L'exemple de Telecare, alors c'est pareil, on peut dire trop de choses et j'espère, je passe un peu vite pour vous donner envie. À Barcelone, c'est un service qui va vraiment permettre d'aller aider les personnes en situation de vulnérabilité, mais qui restent chez eux, autour des objectifs du développement durable, mais autour de services numériques très performants. Les données qui sont collectées avec des règles assez strictes sur justement l'utilisation des données et à qui elles appartiennent vont permettre d'améliorer le service en continu. Vous avez énormément de cartographie, il y a énormément de choses qui ont été développées sur Barcelone ces dernières années qui, je pense, sont très inspirantes sur la façon dont on est un pas plus loin dans ces questions-là. Je regarde quand même sur la conversation, si on me dit des choses différentes. Non, tu peux y aller. C'est bon, merci. Ouais. Mais pour avoir ces données, pour les collecter ensemble, comment on fait pour travailler ensemble? Les questions de gouvernance, de méthode, d'outils et de posture. Alors, je vous donne l'exemple de la santé dans toutes les politiques, qui est, alors, pareil, je pourrais y passer 2 jours rien que là-dessus. La santé dans toutes les politiques, dans toutes les grandes règles, dans tous les grands accords cadres de l'Organisation mondiale de la santé et de ses partenaires. Vous avez la charte d'Ottawa, vous avez la santé dans les villes, le consensus de Göteborg sur les évaluations d'impact dans la santé. Il y a des grandes dates et il y a la grande date de la santé dans toutes les politiques qui permet de changer complètement la façon dont on envisage l'intersectorialité. Pas dire que c'est le ministère de la Santé qui se bat pour avoir raison contre le ministère des Finances. Et là encore, on a un an où on pourra faire plein d'études qui vont être passionnantes là-dessus. Et il y a énormément d'études sur la façon dont les pays ont géré la place de la santé par rapport aux autres politiques. C'est de dire que la santé, ça va être un moteur pour l'ensemble des politiques publiques. Que la santé, c'est quelque chose qui va être déterminant sur votre insertion, sur votre capacité de trouver du travail, sur le fait de pouvoir grandir, de pouvoir vieillir et d'envisager les choses différemment.
La définition telle que définie par l'OMS est donc une approche intersectorielle qui tient systématiquement en compte les répercussions de toutes les décisions sur la santé. Typiquement, ça serait d'avoir en conseil municipal, sur n'importe quelle délibération, une petite note qui dit ben voilà comment ça fait attention à la santé, comment cette décision-là, elle prend en compte tous les aspects de la santé. Qui va rechercher des synergies, on est bien dans cette coopération permanente et puis qui est durable et qui est équitable, puisqu'on ne parle pas de santé sans parler d'équité, en tout cas quand on parle du point de vue de l'OMS. Et c'est pourquoi cette approche? Parce qu'on a besoin de solutions innovantes. Et c'est là où on revient à l'innovation. On n'arrivera pas à gérer toute cette question des maladies non transmissibles, des inégalités qui s'effondrent, les questions du changement climatique, de la pollution de l'air et de l'escalade des coûts, sans changer les structures, sans décloisonner de façon fondamentale. Et avant même le Covid, il y avait déjà beaucoup de personnes, et notamment d'économistes de la santé, qui alertaient sur le fait qu'il faut changer la façon dont on travaille fondamentalement en santé et que c'est nécessaire, ça l'est encore plus aujourd'hui. Des exemples très concrets, une politique de santé, enfin une politique, oui, de santé dans toutes les politiques, c'est par exemple la ceinture de sécurité. Ça n'a jamais été présenté comme une politique de santé. Pour autant, c'est vraiment une politique de santé. Avoir des repas gratuits à la cantine, c'est une politique de santé publique. Ce n'est pas présenté comme ça, mais ça l'est. L'urbanisme favorable à la santé, qui est quelque chose qui se développe énormément, c'est typiquement une démarche de politique de santé dans toutes les politiques. Excusez-moi, j'ai beaucoup de zoom dans une journée. J'espère que ça va pour vous. Comment on est dans cette intégration, comment on est sur des co-bénéfices et comment on fait pour que ça ne soit pas forcément le secteur de la santé qui porte. Sur le schéma, on passe de l'information à la coopération, à la coordination, à l'intégration. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'aller là. Innover pour coopérer, d'accord. Innover et aller vers une intégration, ça devient encore plus intéressant. Ça demande énormément de processus et toutes les personnes qui ont étudié la santé dans toutes les politiques montrent qu'il a fallu passer par toutes ces étapes-là, qu'on n'est pas dans des questions disruptives, qu'il faut mettre en place, qu'il faut boire beaucoup de café. En Australie du Sud, la personne qui a porté ce projet, elle dit « Pendant les 6 premiers mois, j'ai été payée à boire du café parce qu'il fallait qu'on crée de la confiance pour aller vers l'intégration qu'ils ont aujourd'hui. C'est du temps long. La coopération, elle ne se décrète pas, elle se crée sur du temps long avec du café ou du thé. » Un exemple de la Thaïlande, où eux, ils ont mis en place une structure très verticale pour mettre en place la santé dans toutes les politiques, avec notamment une commission nationale de la santé et une assemblée de la santé. Tous les ans, toute l'Assemblée nationale se réunit pour une session entière autour de la santé. C'est-à-dire, c'est de dire, on veut que ça soit intégré, on veut que tout le monde en prenne en compte, et ben on va réunir tout le monde une journée ou plus d'ailleurs en session, où on va parler de tout ce qui fait santé dans les lois de notre pays. Là, on est sur d'autres manières de coopérer, où on a carrément changé l'agenda officiel, on a changé la loi pour faire en sorte que ça soit intégré là. Et c'est franchement intéressant en termes de mécanismes de coopération, en termes de façon de faire. Ce n'est pas une option, c'est une obligation tous les ans. Et puis, comme il y a cette Commission nationale de la santé, on pourrait y voir un peu comme une convention citoyenne. Il y a une vraie préparation qui s'y fait. Ce n'est pas juste anecdotique, c'est quelque chose qui est préparé pendant un an et qui est une rencontre extrêmement importante en termes de timing. Et là, on y arrive. Ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Cet engagement des habitants et des habitantes, cet engagement des citoyennes, des citoyens, enfin, qui ne sont pas toujours citoyennes et citoyens, ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas juste pour dire que c'est démocratique. J'utilise beaucoup cette image parce qu'elle montre bien que quand on design quelque chose sans parler de l'expérience des gens, ça rate. Et là, on le voit bien sur du physique, mais c'est vrai sur n'importe quelle politique, c'est vrai sur n'importe quelle décision. Et il y a une question assez fondamentale de le comprendre dans son corps, de regarder quand on voit un équipement qui a complètement raté, quand on voit une attestation qui rate et qu'il faut la changer 2 jours après, c'est qu'on n'a pas
poser les bonnes questions. Être innovant, c'est commencer par se poser les bonnes questions avant de faire le design et notamment de parler de l'expérience utilisateur. En innovation démocratique, j'en ai nommé quelques-unes, il y en a évidemment plein, c'est encore une fois pour donner des goûts. La question des espaces non discriminants, j'y reviendrai. L'accessibilité, c'est l'accessibilité universelle qu'on va essayer de faire, qui va être aussi en lien avec la communication. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec les normes faciles à lire et à comprendre de communication. Il y a au fond aujourd'hui très peu de collectivités qui ont décidé de passer toute leur communication publique en FALC, en facile à lire et à comprendre. Pourtant, c'est très innovant. C'est vraiment une autre façon d'envisager les choses. Ce qui est toujours très intéressant à voir, c'est que tout le monde en bénéficie. Quand on avait fait, il y a 2-3 ans, la semaine d'information sur la santé mentale, à un moment, il y a eu plein de plaquettes en FALC qui ont été distribuées à des partenaires. Ils disaient, mais elle est vachement bien la plaquette cette année, c'est beaucoup plus facile. Ah ben oui, c'est en FALC, mais pour eux, ce n'était pas quelque chose qui était lié à la discrimination, enfin, pas à la discrimination, à la lutte contre les discriminations. Ils se sont dit, mais en fait, c'est mieux pour tout le monde. Au lieu d'avoir plein de blabla, plein de verbiage qu'on peut faire institutionnel, on allait directement au fait, c'est où, c'est quand, c'est avec qui. La question de la démocratie, c'est aussi évidemment celle de partager le pouvoir. Il ne s'agit pas, et on le dit souvent en exemple, il ne s'agit plus de dire aux gens c'est quoi la couleur des pots de fleurs. Il s'agit de dire je vous donne un budget et c'est vous qui décidez comment le faire. Les budgets participatifs pour ça sont des choses assez exceptionnelles. Comment ce budget participatif, il est dans des vraies dimensions d'équité, comment il est dans quelque chose de partagé, comment il est dans quelque chose de sectoriel, que ce n'est pas justement que des choses de centre-ville, mais qu'on peut adapter le budget participatif sur des projets de santé, sur des projets qui font solidarité. À Rennes, un des projets qui a été le plus voté, ça a été un projet de bagagerie solidaire pour les SDF, qui a été coporté par une femme du monde associatif et une femme SDF elle-même. Le fait que ça soit un des projets les plus votés par la ville, ce n'est pas rien, par les habitants et les habitantes de la ville. C'est vraiment intéressant, mais la règle qui fait que ça a marché, c'est que dans la mesure du possible, dans la mesure des compétences de chacune et de chacun, il n'y avait pas de veto politique. C'est qu'on partage vraiment le pouvoir. Et c'est la transparence, c'est le fait d'avoir des modalités de transparence, c'est le fait d'avoir des modalités pour le prouver qui a fait que ça a eu un vrai succès. Décider ensemble, c'est aussi l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Quand on dit qu'on va partager le pouvoir, mais qu'in fine, on ne le partage pas, ça crée des goûts et des goûts démocratiques qui sont extrêmement forts, extrêmement préoccupants. Là encore, je suis désolée, j'ai une casquette politique, mais c'est de là où je viens. Si on ne partage pas le pouvoir, si on ne décide pas vraiment ensemble, si on demande juste une consultation symbolique, on est en train de perdre des gens et on le voit sur énormément d'indicateurs. Et puis, rendre cette innovation basculante, c'est dire je ne le fais pas une fois, je ne suis pas dans le saupoudrage. Je ne décide pas ah ben pour cette fois c'est bien et puis après c'est parti. Je ne décide pas de faire campagne en disant ah tiens je vais mettre une plateforme de participation pour le programme et puis pendant 6 ans plus demander l'avis des gens. Et si je donne l'exemple de la santé mentale là, c'est que dans quelque chose qui m'a semblé extrêmement intéressant, qui s'est créé avec le Conseil rennais de santé mentale pendant le dernier mandat, ça a été de donner le pouvoir effectivement à un groupe d'usagers en santé mentale de nous dire de quoi ils avaient besoin pour participer bien. Puisque au départ, en prenant du café avec les gens, ils disaient ah ben non, mais moi, ma marchandise, votre réunion, je ne peux pas y aller parce que vous faites ça à 9h et moi, 9h, je ne peux pas me lever. Je prends des psychotropes et j'y arrive pas. Tu te dis ah ouais, j'y avais pas pensé. Il dit, et puis, moi, au bout d'une heure, j'y arrive plus, quoi. Il faut que je fasse une pause parce que je ne peux pas me concentrer ce temps-là. Et là, on s'est dit, OK, on va vous donner les moyens, l'accompagnement, que vous fassiez une charte de la participation en santé mentale, pas seulement pour le Conseil rennais de santé mentale, mais dans toutes les instances de droit commun. Parce qu'il ne s'agit pas juste de participer dans le petit espace qu'on a donné, il s'agit d'élargir ce pouvoir-là. Il s'agit de dire, au fond, quelque part, vous, le Conseil rennais de santé mentale, est-ce que les gens, les usagers, les usagères de la psychiatrie
vous participez au budget participatif. Ah ben non, ok. Alors notre job, c'est de faire en sorte de voir de quoi vous avez besoin pour pouvoir participer à la cité dans tous ces aspects, pas que dans un petit espace qu'on vous donnerait. Et je crois que c'est ça aussi qui va vraiment créer des nouvelles façons de coopérer et de briser toutes ces cloisons et tous ces silos. Charlotte, juste, il reste environ 5 minutes. 5 minutes. Je suis complètement en retard. Très bien. La question d'animation, je ne sais pas si vous avez déjà fait des World Café. J'avais envie de vous partager qu'on peut faire des World Café en ligne et qu'aujourd'hui, il y a des moyens de continuer à vraiment animer des choses malines en ligne qui permettent de réelle participation et d'appliquer à chaque fois ces questions-là. Quand même, je redis, l'exemplarité, est-ce que ça serait une innovation? Pour moi, ça l'est. Je ne sais pas si vous avez vu dans mon nom, je mets elle, ça. Normaliser la conversation sur les pronoms, faire en sorte que, encore une fois, ça soit la personne qui est leader, qui dise mon pronom, c'est elle. Ça permet à ce que toutes les personnes qui se sentiraient non-binaires, qui souhaiteraient s'identifier d'une façon qui n'est pas évidente pour tout le monde, elles ne se sentent pas discriminées, elles se sentent pareilles que tout le monde. Donc, ces questions-là, je fais un peu vite là-dedans, mais le fait de créer cette accessibilité universelle, le fait de penser à chaque fois aux plus vulnérables, je trouve que c'est vraiment une façon de changer le rapport à chacune et à chacun. Des inspirations, alors du coup, je ne vais pas toutes les faire. Faire confiance aux personnes concernées, l'innovation dans ce food truck qui travaille sur les sites de distribution de la banque alimentaire, ça a été de dire, OK, c'est vous qui allez chercher ce qui va motiver les habitantes et les habitants à cuisiner des légumes. Parce qu'on voyait bien la banque alimentaire, cuisiner des légumes, c'est à Amiens. Et en fait, quand il y avait des choux-fleurs, ils retrouvaient dans la poubelle. Eh ben, c'est les personnes directement concernées, elles ont dit « Ah, on va faire des petites cartes, les gens ils vont prendre en photo leur plat, et puis quand ils auront fait 5 fois leur plat, on leur donnera des peluches. » Honnêtement, ce n'est pas la ville d'Amiens qui aurait pensé à ça. L'innovation, ça a été de dire « On vous laisse faire parce que c'est vous qui savez ce qui va mobiliser les gens. » L'innovation, c'est l'application antipressante, c'est de dire « Ah, mais les gens ils ne bougent pas, il faut qu'ils sortent. » Ben oui, mais moi, peut-être, je ne peux pas sortir parce que je ne peux pas sortir si je n'ai pas des toilettes accessibles tous les temps. Et en fait, le fait de ne pas avoir cet accès aux toilettes fait que je ne vais pas sortir. Ce n'est pas moi, je ne peux pas avoir cette idée-là, j'en ai aucune idée. Donc, comment on donne le pouvoir, comment on permet à des gens de faire des applications mobiles collaboratives qui vont changer la vie quotidienne des gens. L'innovation sociale, elle a un intérêt à changer la vie quotidienne des gens. Sortir de l'expérimentation, c'est aussi passer à l'échelle, créer des réseaux. Pour ceux qui sont agents de la fonction publique territoriale, il y a eu ce formidable plateforme, enfin moi en tout cas je le trouve formidable, la riposte créative territoriale, pour apprendre ensemble de la crise. Il y a énormément de réseaux ouverts, énormément de lieux qui créent des choses. Il y a des nouveaux statuts sociaux qui permettent de coopérer autrement, notamment là, un centre de santé en Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on a perdu? Non, je crois qu'on a perdu Okay, je pensais que c'était de mon côté. Charlotte. Non, non, du tout. Non. Je vais lui envoyer un texto pour régler ça tout de suite. Désolé pour le problème technique. Ah, bah, carrément, ça a quitté. Ah ben non. Revoici Charlotte, marchandise. Parmi nous. Ton micro est coupé pour l'instant. Parfait. Ah ben dis donc, quand on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Hein. Ah non, je promets, j'arrête. Non, ce n'était pas volontaire. Je voulais dérouler une démarche en soi. J'avais encore 10 minutes sur mon timer, mais je n'avais pas dû le mettre bien. Je m'étais donné 10 minutes de plus. Là, tu peux partager tes slides ou pas là? Oui, oui, je peux partager, mais je voulais voir un peu le temps. Je suis désolée, j'ai raté un peu le timing. Hop. Voilà.
L'idée, c'était juste de vous dérouler un peu une expérimentation qu'on a appelée innovante, qui est ambassadeur à Rennes, autour de la respiration des personnes, et de le dérouler assez rapidement, mais d'essayer de voir qu'est-ce que vous trouvez innovant dans cette démarche, puisqu'elle a été labellisée innovante, elle a été nommée innovante, on a eu plein de presse. C'est la seule délibération au conseil municipal où j'étais en prime time. Je ne sais pas si vous savez, il y a des délibérations importantes, vous avez une conférence de presse avant, parce que c'était innovant. Et l'innovation m'a permis d'avoir des moyens, etc. Pour autant, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui fait que c'est innovant. Alors, le constat, c'est qu'on avait des polluants qui dépassaient les seuils, c'est qu'il y avait une opportunité d'appel à projet. Mais l'idée était de se dire qu'on fait l'hypothèse qu'en développant l'expertise citoyenne, en ayant des habitants force de proposition, on allait être en capacité d'améliorer la question de la qualité de l'air. L'idée a été aussi de se dire on ne va pas faire ça tout seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on va opposer à la décision publique. Ce n'est pas quelque chose où on va s'auto-évaluer, dire ah ben oui, on est formidable, on fait ça. Donc, on a travaillé avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement, qui est une association autour de l'environnement local, avec le HESP pour avoir des chercheurs et des chercheuses qui nous disent, qui regardent ce qu'on fait et qui regardent si ça a en effet un changement de comportement, avec l'agence officielle de qualité de l'air pour vérifier que nos capteurs, ils captent les bonnes choses. On a travaillé avec des volontaires et là, politiquement, on a souhaité que ça soit avec des personnes qui sont dans des quartiers directement concernés plus que les autres par la pollution et qui sont aussi des quartiers politiques de la ville. Avec des volontaires, on a monté avec des scolaires où on les a formés. Avant de leur donner des capteurs, il y a eu une formation par l'Agence de surveillance de la qualité de l'air, des visites de stations, des formations aussi pour dire open source, open data, des capteurs, des machins, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est accessible à tout le monde et on a eu des personnes de conseils de quartier très âgées qui se disaient ah, moi, je n'ai pas le droit de venir là, c'est trop numérique pour moi. Et en fait, ça a été tout le travail préalable avant de donner les capteurs qui a été fait avec les habitants du conseil de quartier. On a donné des capteurs en essayant de toujours former les gens et on a aussi prêté les téléphones puisqu'on savait que tout le monde n'avait pas ses téléphones. Les gens ont expérimenté de façon très grande, à pied, à vélo. Ils ont proposé des solutions eux-mêmes, notamment les captoparties. On a comparé les mesures de nos capteurs avec les capteurs officiels. On a vu que quand la pollution de l'air montait, nos capteurs montaient beaucoup plus haut que le capteur officiel, que la station de mesure officielle. Je passe ça. Et du coup, on a fait un correctif, mais qui a été fait par un projet mobicitaire dans une autre région. Donc là, tout le réseau a permis de changer et d'avoir des nouvelles façons de mesurer. On a créé des nouveaux capteurs de confinement d'air intérieur qui ont super bien marché. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que l'air extérieur allait passionner les gens. Et en fait, c'est l'air intérieur qui a intéressé. Des petites cartes de visite, notamment des ambassadeurs qui ont été vraiment des ambassadeurs. Ça a très bien marché aussi. Des indices à mettre, des gens qui les ont mis en bas de leur immeuble, etc. Des défis, des nouveaux collèges, saison 3, 4 et 5, et la 6 est en cours, avec notamment des ateliers de fabrication numérique et le développement des labs Fab-Rennais et une ouverture au niveau de la métropole. Et puis, beaucoup de stations de mesure fixe dans les équipements de quartier. Ça a beaucoup plu dans les équipements de quartier pour mettre ça. Alors, on ne sait pas ce qu'ils en font. Je ne sais pas si le HESP, puisque je ne suis plus là, travaille sur l'appropriation des habitants quand il y a un capteur dans une maison de quartier. Et pas mal de perspectives, et notamment celui d'une plateforme et d'un site dédié. Un projet donc phare pour la santé au niveau de Rennes. Et ma question, c'était qu'est-ce qui fait que ce projet-là, c'est peut-être pas du tout le plus formidable que j'ai fait, et c'était ma dernière slide, Alexandre, c'est pas forcément ce qui a été le plus basculant pour la ville. Qu'est-ce qui fait qu'il a été vu comme innovant et qu'il a réussi à avoir un pouvoir de convocation beaucoup plus loin, beaucoup plus fort que d'autres projets? Voilà, désolée, j'espère que ce n'était pas trop rapide sur la fin. De toute façon, merci beaucoup Charlotte. De toute façon, on pourra revenir sur certains éléments parce que c'est un vrai cas d'école que tu nous as donné et qui est intéressant entre ce qui fonctionne, ce qui fait écho, ce qui fait avancer
et ce qui est réellement innovant, et inversement, des projets tout à fait innovants, des pratiques innovantes qui ne soulèvent pas, qui n'attirent pas l'attention, qui ne font pas avancer les choses. Donc, on voit que c'est quelque chose de complexe et que ce n'est pas que des outils. Ce n'est pas parce qu'on se met en transparence, en gouvernance, en co-leadership, etc., que ça garantit cela. Donc, merci d'avoir pris cet exemple-là. Vous pouvez, vu le nombre qu'on est, vous pouvez aussi prendre la parole directement à l'oral, en allumant votre caméra, votre micro. Vous pouvez poser directement votre question à Charlotte. Alors, je vous donne quelques secondes pour vous manifester. Si vous voulez, Charlotte, est-ce que tu peux juste, pour qu'on se voit, moi, je peux le mettre comme ça. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions, des commentaires ou des demandes de clarification si vous voulez que, par exemple, Charlotte rentre sur un des exemples qu'elle a mentionné plus rapidement, mais que vous voulez qu'elle rentre en détail dessus. Et sinon, moi, je ferai l'exercice que j'ai fait pendant. Je me suis imposé moi-même l'exercice. Alors, je vous en prie, je laisse la parole pour ceux qui voudraient s'exprimer. Parce que j'ai pas vu, juste pour vous dire, j'ai pas vu de questions particulières dans le forum. J'étais en train de regarder ça. Non, moi j'en ai eu beaucoup en privé. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit en privé. Ah. Ah, tu vois, c'est ça qui était pas mal dans le fait de garder la slide, c'est que les gens pouvaient écrire ce qui leur semble innovant. Ah ben on peut la laisser. Puisque c'est une pratique que je n'avais jamais utilisée. Donc... Ah pardon, c'est pour ça que tu... Même si vous écrivez mal, hein, d'ailleurs. C'est pas grave. Sur cet exemple-là, j'avais envie de... Donc, je ne sais pas si vous arrivez à écrire. Bon, si tout le monde est trop fatigué par une journée de Zoom, ce qui a été le plus compliqué et le plus fondateur de cette démarche, pour qu'elle dure 5 ans, qu'elle continue sur un autre mandat, etc., c'est le fait, et ce qui a été le plus compliqué, c'est le fait que le service numérique et le service santé se parlent. Parce qu'au départ, c'était extrêmement compliqué. Le service numérique est arrivé justement avec son réseau LoRa et tu sais, non, mais alors on va faire des Louvre Data, Nolab Fab, etc. On va programmer ça avec l'association Gulliver. Et le service santé disait, Madame Marchandy, en fait, je ne vais pas y arriver, moi. Enfin, je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Réciproquement, le service santé disait, oui, mais alors vous comprenez, l'universalisme proportionné, comment on travaille avec les gens des quartiers. Le fait que la volonté politique soit dans les quartiers prioritaires sur un projet innovant, c'est quelque chose qui ne se fait jamais. D'habitude, les projets innovants, c'est des projets de centre-ville, c'est des projets de gens qui ont déjà une culture numérique. Et ce mélange-là a été ce qui me semble, en tout cas, le plus intéressant et qui a permis à d'autres de se greffer dessus et d'accepter que tout le monde n'allait pas tout comprendre et de remettre beaucoup d'humilité à chaque fois à tout le monde. Peut-être on n'aurait pas eu ces difficultés-là. Peut-être le projet n'aurait pas continué. Peut-être on ne serait pas arrivé à des choses aussi fines dans la liberté d'agir des personnes dans leur quartier. Alors, je rebondis là-dessus pour te dire, moi, ce que j'ai retenu dans certaines des étapes que tu as exposées, que tu as partagées. La première étape, c'est de se poser les bonnes questions et donc de problématiser en commun. Et dans beaucoup de projets de coopération en santé, on a tendance à être embarqué une fois que la problématique a été définie, qu'une forme de stratégie a été définie. Et donc, des fois, c'est plus délicat pour certains acteurs de la coopération de rentrer dans le projet, de partager le fait qu'ils pensent que la problématique n'est peut-être pas la bonne et qu'elle est décalée, parce que les gens qui sont porteurs du projet, qui ont déjà mis des dates et des livrables et qui sont engagés à faire certaines choses, ça les met en difficulté quand on commence à leur dire que peut-être ce n'était pas le bon problème et que ce n'était peut-être pas la bonne problématique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça montre à la fois l'importance d'impliquer le plus en amont possible la diversité des parties prenantes que tu as montré, que tu as illustré, c'est-à-dire les différentes personnes avec qui on coopère à l'échelle locale, régionale, nationale, etc. Et les personnes concernées notamment. Je pense que c'était assez clair dans ta présentation, c'est la pertinence des outils de visualisation de la complexité. Comme tu as dit, en fait, il y a très peu de personnes qui sont capables, qui ont une capacité d'abstraction suffisamment forte pour être capable d'imaginer ce que c'est les déterminants sociaux de l'obésité. Et que donc, si on n'est pas capable d'être innovant dans la manière de les représenter clairement et que les gens voient cette complexité, quels sont les variables et leviers sur lesquels ils peuvent travailler, c'est plus compliqué de penser la coopération en santé. Et de ce fait-là, si on ne visualise pas cette complexité-là,
on va avoir tendance à fonctionner avec un schéma interne beaucoup plus simplifié qui ne favorise pas cette coopération-là, parce qu'on va aller chercher des acteurs beaucoup plus restreints et beaucoup plus locaux. Et le troisième élément qui m'a marqué, c'est le fait qu'une fois qu'on réunit ces acteurs concernés, qu'on essaye de travailler avec eux, c'est 4 choses moi, qui m'ont marqué. L'exemplarité, le fait d'incarner soi-même une forme d'éthique de la coopération. L'imputabilité, le fait de dire qu'il faut qu'il y ait cette imputabilité partagée, parce que sinon on a beau partager la gouvernance et autres, s'il n'y a pas d'imputabilité partagée, il y a des asymétries qui peuvent nuire à la coopération. Et le fait que ce soit des espaces de non-discrimination et qu'on fasse attention aux asymétries en termes d'accès accès à ces lieux-là, que ce soit des accès physiques, des accès psychiques, les accès en termes de connaissances, etc. Donc, moi, je voulais rebondir sur ces éléments-là. Est-ce que pour tous ceux qui sont là et celles qui sont là, est-ce que ces éléments font sens pour vous? Est-ce que vous en avez des complémentaires à ceux que je viens de citer? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez partager à Charlotte? Arnold de Magdeleine, je vous en prie. Merci Alexandre, bonsoir Charlotte et merci pour l'intervention. C'était en tout cas assez limpide me concernant sur des différentes expériences. Alors, j'ai différentes fonctions. Je suis directeur d'un centre de développement pédagogique à l'Université de Nantes et je suis également vice-président d'Ascoria. Donc voilà, ça me permet d'avoir comme ça une casquette, je donne un peu la casquette et je suis chercheur en psychologie sociale également. Et dans ce contexte-là, ce que j'ai trouvé vraiment également très riche, c'est le fait que vous reveniez sur la trace et la mémoire que laisse chaque groupe de travail de façon à ce que ce soit réutilisable. Et pour faire écho à ce qu'évoquait Alexandre tout de suite sur la visualisation, moi, c'est ce que j'ai trouvé toujours très intéressant dans notamment les illustrations que vous avez proposées, c'est que le visuel devient une trace, non pas ad vitam, mais sur lequel on va donner à lire et à comprendre finalement l'évolution, voire l'adaptation, voire pourquoi pas un changement carrément de valeur autour de ces usages pour continuer ou pérenniser dans le temps, quitte à accepter que l'objet initial se transforme. Et j'ai trouvé ça intéressant à travers les différentes illustrations parce que c'est aussi tout un travail finalement que l'on a dans nos coopérations sur l'acceptabilité a priori que l'objet initial accepte d'évoluer dans le temps et dans la durée en fonction aussi des organisations qui vont muter, des personnes qui vont s'y impliquer, des collectivités territoriales qui vont y donner sens. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, et je vais finir là-dessus avec également en écho à ce qu'évoquait Alexandre tout de suite, selon moi, c'est que mettre autour de la table, déjà rendre acceptable la création du commun dans la méthode de travail à venir n'est pas si évident au regard aujourd'hui d'un certain nombre de mécanismes d'appel à projet qui obligent d'arriver déjà avec une feuille de route quasiment co-construite, alors qu'en effet, pour défendre un projet, je dirais, sans aller jusqu'à une rupture, un projet coopératif tout simplement, ce serait déjà d'admettre qu'une des étapes, c'est de mobiliser toutes les personnes. Or, aujourd'hui, c'est refusé généralement dans les appels à projets car on considère que ce n'est pas assez mature. Si, on est mature pour vous prouver que l'ensemble des partenaires sont prêts à agir déjà de façon acceptable avec ce commun. Donc, c'est vrai que c'est un peu tout ça que ça m'a évoqué un peu à chaud, voilà, pour avoir tenté l'exercice de la réponse comme ça un peu en direct. Merci encore. Merci pour le retour. Enfin, la question de la transférabilité des interventions, mais surtout des conditions qui ont permis l'intervention, c'est qu'il y a à un moment donné des conditions. Alors, ça va avec la question du coup de Béatrice. On a eu à un moment donné une fenêtre d'opportunité. Et les choses, elles arrivent parce qu'effectivement, on arrive à trouver un espace de liberté entre un appel à projet et on arrive à bidouiller les choses, mais parce qu'il y avait les lieux aux usages du numérique et moi, où on s'est dit, tiens, on veut faire quelque chose ensemble. Et dès le départ, parce qu'on avait cette culture-là, parce qu'il se trouve qu'on venait, on avait cette sensibilité, on avait décidé de se donner l'expérimentation, de dire, on ne sait pas si ça va marcher et donc on veut que ce projet soit évolutif. Et donc, dans le cahier des charges, on a tordu quelque part le truc de l'ADEME, hein, c'était financé par l'ADEME, en disant il faut que ça soit évolutif. Et ça a été compliqué pour tout le monde, le fait de se dire qu'on ne sait pas où on va. Et au départ, on avait posé qu'on ne savait pas. Tout est sur le... Je vais vous mettre le lien. On a fait un wiki et tout est dispo, tout est ouvert. Et donc, vous retrouverez toutes les informations. La transférabilité était pensée dès le départ et il y a énormément de choses qui sont en Creative Commons. L'idée, c'était aussi de dire
au fond, plutôt que d'essayer de copier, vous savez, on copie les dispositifs, mais on reformule pour que ça ne se voit pas, vous pouvez reprendre tout pareil. C'est OK, du moment que vous dites, et vous pouvez changer la couleur si vous voulez, du moment que vous dites que ça vient de Rennes. Et on a fait des délibérations comme ça en Creative Commons. Après, je mettrais une petite nuance. Il faut faire attention, c'est un exemple de Linda Cambon que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui travaille beaucoup sur la transférabilité des interventions. Elle raconte à un moment, elle avait dû faire un travail pour les femmes en difficulté sur le cancer du sein. Ça a abouti à tout un travail artistique avec une exposition que ces femmes ont fait tourner d'un quartier prioritaire de la ville dans d'autres quartiers prioritaires de la ville avec un article qu'elle publie en montrant le résultat. Il y a des gens qui lui ont écrit en disant « Ah ouais, mais est-ce que vous pouvez nous envoyer l'exposition ?» Et elle dit « Mais en fait, l'exposition n'a aucun sens. C'est-à-dire, on pourrait le faire autour d'une bouteille d'eau s'il y a besoin. » Ce qui est intéressant, c'est le procédé. Et comment on documente, pas seulement l'objet final, mais comment on documente le processus. Merci Hélène pour le lien. C'est ce qu'on a essayé de faire à cet endroit-là. Et c'est ce qui me paraît parfois manquer. Pour autant, toutes les évaluations de contrats locaux de santé, les évaluations de politique publique, moi j'en ai fait une sur la fin de mon mandat, montrent que ce qui est intéressant, c'est que les gens se connaissent. On n'a pas perdu Charlotte. Ah bon? Non, on n'a pas perdu Charlotte. Homme de réseau local, Sylvain, peut-être. Et que là, ce qu'on a pu voir sur le réseau des villes santé européennes, l'étude qui est en cours, que je n'ai pas eu le temps de présenter parce qu'on ne peut pas tout faire, montre que sans grosse surprise, mais au moins c'est prouvé, que les endroits où il y avait le plus de coopération déjà mise en place sont les endroits qui s'en sont mieux sortis sur la crise. Alors nous, on le savait, mais maintenant, on peut le prouver. Merci Charlotte. Donc, je ne vois pas d'autres questions ni commentaires. Est-ce que tu as un des exemples que tu as abordé ce soir sur lequel tu veux revenir en termes de description de la manière que tu as fait pour Ambassadeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été pour toi une ou deux pratiques vraiment fondamentalement innovantes et qui ont vraiment favorisé la coopération en santé? Tu penses que ça a été une des manières de changer la disposition des gens, la manière dont ils sont rentrés dans le projet et qui a fait qu'ils se sentaient suffisamment en confiance pour coopérer ou suffisamment en conscience d'un destin commun, d'une communauté de destin sur cette dimension-là? Alors, j'en ai plein, alors je vais essayer d'en choisir un ou un, pas forcément un. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont… le fait de commencer par le diagnostic ensemble change vraiment la donne. Quand je suis arrivée à Rennes, on ne parlait pas de la prostitution. Il n'y en avait pas à Rennes. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui travaillent, mais c'était un peu un sujet tabou. Ça, à Nantes, ça se voit beaucoup, mais à Rennes, on n'en parlait pas. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de groupe de travail. Et puis, la préfecture lance un groupe de travail, mais c'est animé par l'Amicale du Nid. Et il y a des gens dans les associations, dans les groupes qui ne veulent pas du tout travailler avec eux. Et on a travaillé cette question, nous, en tant que ville, avec des opinions différentes, en disant, en fait, nous, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. On est là pour déjà poser un diagnostic ensemble, se dire que vous agissez tous de façon différente, que ce soit la partie judiciaire, la partie répréhension de la prostitution par la police nationale, la partie avec des lois qui ne sont pas simples en ce moment pour les acteurs, la partie associative. Et nous, on veut se mettre autour de la table parce que c'est multiforme, parce que c'est complexe, parce qu'il n'y a pas de simplicité là-dedans et on peut en parler. Et moi, je ne suis pas là, mais c'est le pouvoir de convocation, pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Je suis là pour dire comment on nomme. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans les quartiers qui sont différentes, qu'il y a des choses avec des prostitutions étrangères qui sont différentes, qu'il y a des travailleuses et travailleurs du sexe qu'on peut associer à la démarche. Et parce qu'on apporte ça et on dit si, on veut les associer à la démarche. Et là, on change on change totalement la réunion et tout le monde était très content de venir à la réunion, alors que si c'est organisé autrement, les gens ne veulent pas venir, refusent en disant « je ne viendrai pas ». Et c'est vrai que le fait d'être extrêmement clair sur le cadre, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on a comme budget ou comme compétence ou ce qu'on n'a pas, mais surtout comment on se positionne et comment chacun a le droit de se positionner, comment aussi on est garant de la parole, de pouvoir à un certain moment stopper. C'est des choses qui ne sont pas évidentes. Et c'est là où je pense qu'il faudrait la formation des élus. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été élue à 40 ans, j'ai fait 10 ans de relations d'aide avant, donc une réunion publique compliquée, j'avais 2-3 outils.
Et ça, en fait, personne ne vous forme quand vous arrivez. Et c'est vrai aussi pour le management, et tu pourras peut-être rebondir là-dessus. Très souvent, on arrive à des postes de management sans avoir été formé en management. Et comment on gère la controverse? Comment on gère ces questions-là? On a fait ça, l'autre exemple qui aurait pu être sur la charte de la vie nocturne ou de travailler sur entre ceux qui veulent faire la fête, ceux qui veulent dormir et ceux qui veulent travailler. Et les premières réunions, tout le monde s'engueule. Mais nous, c'était OK. Moi, j'ai pas de problème parce que les gens s'engueulent. On commence par la controverse et ensuite on avance. Et ça, les ateliers de controverse, c'est des outils extrêmement innovants et intéressants pour travailler sur un groupe. Et on est sur des sujets santé et solidarité qui, de toute façon, vont intégrer cette part de non-consensus, même si évidemment la santé, tout le monde est pour la santé, mais tu creuses un peu et ça devient plus vite compliqué. Merci beaucoup, Charlotte. Ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là. J'ai posé à plusieurs d'entre vous encore. Si vous avez une dernière question, un dernier commentaire, n'hésitez pas. Prenez cette occasion. Sinon, on vous invite, pour plusieurs d'entre vous qui se sont inscrits dans les temps, on a 2h30 ensemble demain. Je ne me trompe pas d'heure, c'est 17h, juste pour être sûr de ne pas vous donner la mauvaise heure. 30, non, 17h30. Ouais. De 17h30 à 19h30, donc on a 2 heures. C'est moi qui m'étais mis une demi-heure de marge. On va travailler sur une simulation concrète qui a été développée par Charlotte. Et en fait, on va co-animer, vous mettre dans des groupes avec des fonctions particulières, des identités particulières, on appelle ça des personas. Vous pourrez être à différents niveaux, local, régional, national, avec des profils de personnalité aussi différents et d'essayer de voir comment vous allez pouvoir coopérer sur une problématique concrète qu'on va vous donner demain, ou même en amont en fait. On va essayer de vous l'envoyer dès demain matin ou ce soir. Et que de ce fait-là, pour ceux qui veulent continuer dans cette logique-là, c'est-à-dire identifier quelles sont les pratiques qui, au-delà du discours, permettent réellement de rentrer avec une manière de coopérer distincte, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de manière de rentrer d'eux, c'est-à-dire une forme de disposition à rentrer en relation avec les autres, c'est aussi un travail sur soi-même pour rentrer différemment en relation avec les autres. C'est des choses qu'on va pouvoir aborder demain et surtout expérimenter demain. Et c'est plutôt dans le retour d'expérience qu'on fera à la fin qu'on pourra revenir sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fait. L'objectif est de vous mettre certains d'entre vous dans des situations plus complexes que d'autres pour que ça ressemble un petit peu à la réalité également. Donc, si vous n'avez pas… merci pour… oui, merci. Nickel. Ouais. Charlotte a partagé aussi. Et donc, pour les horaires envoyés par Julien pour demain, c'était bien 17h, 19h30. Alors, on va en discuter avec Charlotte tout de suite après. Merci à toutes et à tous. Vous avez les adresses courriels de plusieurs d'entre nous si vous avez des questions complémentaires qu'on pourra répondre d'ici demain. S'il y en a d'autres, si cette nuit, ça pop-up dans votre tête et que ça vous travaille, on pourra intégrer ça à la partie de demain. Ceux qui sont inscrits, qui n'étaient pas dans les premières personnes inscrites pour l'atelier de demain, on organisera une deuxième activité pour que vous puissiez tous expérimenter ce dispositif pédagogique. Et donc, on a aussi besoin de vos retours d'expérience, pour que vous nous disiez qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins, et qu'on puisse ajuster la création de ces 2 jours où on travaillera sur ces sujets-là. Donc, si vous êtes généreux de ce côté-là, ça va nous aider à être plus pertinent pédagogiquement. Alors, merci si vous pouvez vous engager à cela. Sinon, Charlotte, je te remercie pour ce partage ce soir. Je remercie aussi toute l'équipe qui était là en back-office. Sylvain, Hélène, Julien qui était là, non, qui était parti finalement. Et si Sylvain ou Hélène, vous avez un dernier mot ou s'il y avait quelque chose à conclure particulièrement? Non, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup à vous deux et merci Charlotte pour l'intervention. On vous souhaite une bonne soirée et on espère que certains des éléments vous ont comment dire, ont fait écho à ce que vous vivez aujourd'hui et l'importance de penser ces outils-là, de les considérer, mais surtout de la manière ensuite d'incarner ce que disait Charlotte, c'est-à-dire ensuite d'être capable, comme on dit, walk the talk, ou en québécois, pour ceux qui connaissent, que les bottines suivent les babines. Et de ce fait-là, je pense qu'on peut terminer sur cet état d'esprit-là. Bonne soirée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Hop. Hop, ça c'est bon. Bien. Bon,
On fait un mini débrief rapide, parce que j'enseigne à 19h30, donc j'ai 8 minutes. Oui, non, mais merci en tout cas pour le temps, Alexandre. Pour les horaires, Alexandre, si c'est dans ce sens-là, si c'est 17h30 au lieu de 17h, je sais vraiment pas un problème à partir du moment où on envoie un mail demain. Donc, tu vois avec Charlotte. Ouais, si elle a compris 17h, moi je ferai l'intro. On a fait la simulation ensemble. Donc, j'expliquerai les règles du jeu, etc. si elle arrive en retard. Ouais, mais en tout cas, dans ce sens-là, je pense que c'est vraiment pas un problème. Ok, nickel. Très bien. Bon. Allez, bon courage. Alors, Allez, bon courage. Salut Alexandre. À demain.